En avant, match, émission 10. Ça y est, on atteint les deux chiffres. Mon petit Gaëtan, Guingamp-Valenciennes, demain, le 8e contre le 20e. Gaëtan, comment ça va? Et surtout, comment tu te sens après le match à Concarneau où tu nous as fait, avec les Guingampais, passer par toutes les émotions? Ben ça va, et on se sent forcément bien là, hein, après cette victoire. Et on craignait que si ça tourne mal, Guingamp soit obligé de regarder vers le bas. Là, avec cette victoire, bon, Guingamp c'est aussi rassuré. Donc c'est plutôt, non, tout ça c'est plutôt positif quand même. C'est bien d'avoir gagné le derby parce que Guingamp avait perdu à l'aller. Donc bon, c'est quand même bien de prendre une manche sur les deux dans la saison. De gagner à Brest aussi, ça a rappelé des souvenirs, surtout vu le score, puisque c'était, on le disait la dernière fois, on en parlait dans le direct, mais que Guingamp avait gagné à Brest, c'était déjà 3-2. Donc voilà, ça rappelait plein de petits souvenirs, et puis c'était vraiment une soirée sympa, donc on attend maintenant le match de demain. Alors ça fera peut-être une plus grande page vintage un petit peu plus tard. On a hésité à le faire pour cette émission, mais on le gardera pour d'autres émissions. Le fameux 3-2. Voilà, la presse, le joueur. Alors, c'était quand? Le samedi 24 février 2007, le Télégramme, donc, après cette victoire guingampaise, la veille, 3-2, alors que Brest menait 2-0 à la mi-temps hein, contre les Guingampais. Rivière et doublé de Chérény pour cette rencontre. Vous voyez le programme, l'échelle en dessous de nous. On va parler aujourd'hui des entames de match parce que faut pas arriver en retard en ce moment dans les matchs d'en avant. Amine El Ouazzani qui retrouve l'efficacité. Présentation Gaëtan de Valenciennes. On fera un petit coup de projecteur aussi sur Anthony Knockaert qui revient demain à Guingamp. Pause ancien avec Grégory Cerdan qui sera également notre invité du podcast sur l'épopée 2014, le match à l'Île-Rousse. C'était le 8e de finale il y a 10 ans. Le podcast est enregistré. Il sera diffusé, publié sur nos différentes plateformes lors de la trêve du mois de mars qui arrive. Et puis le quiz où, alors on est d'accord, tu mènes 4 manches à 2 depuis la rédemption de Pierrot la semaine dernière. On commence cette émission juste avant donc de nous plonger dans toutes les catégories par un petit moment de bonheur. Tes commentaires Gaëtan sur les 4 moments forts guingampais du derby à Concarneau, les 3 buts, mais aussi le pénalty arrêté par Basilio. But, Sévis, Lemonnier, Roux et Marronnier. Attention à ce premier centre, et le but guingampais et l'ouverture du score après 33 secondes de jeu. Amine El Ouazzani qui vient célébrer devant le parquage. Le centre venu de la gauche. El Ouazzani qui reprend et qui vient tromper Esteban Sales. Ça ne pouvait pas mieux commencer pour En Avant avec ce 8e but de la saison d'Amine El Ouazzani. Guingamp mène 1-0 sur son premier ballon, sa première incursion et sa première frappe dans la surface de réparation. Concarneau 0, Guingamp 1. Tiens, Niortais, c'est parti pour le pied droit. C'est sorti! C'est sorti par Basilio! Le pénalty arrêté par le gardien guingampais. Félicité évidemment par ses coéquipiers. Enzo Basilio qui se déploie sur sa gauche au ras de son poteau et au ras du sol pour sortir le penalty de Papi Blouba. Bon, avec cette passe en retrait mal négociée, double passe en retrait mal négociée face à face El Ouazzani, balle de 2-0 et le doublé d'Amine El Ouazzani, double erreur de l'US Concarneau, 2 passes en retrait mal assurées, El Ouazzani qui a jailli, qui est venu provoquer, fixer. Et ensuite, eh bien, tout simplement trompé Esteban Sales pour marquer ce but du 2-0 à la 58e minute. Guingamp prend ses distances avec l'US Concarneau dans cette rencontre, 2-0. Mais les buts de Matondo et de Bas qui ont totalement relancé les Concarnois. Baptiste Roux dans les airs pour devancer Bas. Derrière, c'est Lebeau qui est déshérité du ballon par Sagna. Allez, Lobry qui oriente à droite avec Sévis. L'accélération de Sévis pour trouver Amine El Ouazzani maintenant. El Ouazzani qui va prendre le couloir, revenir de manière axiale avec Sédibé pour décaler Sévis. Le centre, Guillaume! Le 3e but guingampais et tout le banc qui se lève pour aller célébrer le but peut-être cette fois de la victoire pour En Avant dans le temps additionnel. Le parquage qui exulte aussi à l'opposé du stade Francis Leblay. 3 buts à 2 pour les Guingampais grâce au 7e but cette saison de Baptiste Guillaume. Guingamp qui va peut-être arracher la victoire.
Et donc, dans ce Concarneau-Guingamp, vous l'avez bien vu, en avant a marqué tout de suite. Ça a été chaud, mais on a été plus ou moins soulagé très vite dans cette rencontre. But d'Amine El Ouazani. Alors, je ne sais pas où ils nous l'ont sorti, nos amis de la Ligue et d'Opta, mais c'est pas le but le plus rapide de la saison de Ligue 2, celui d'El Ouazani, puisque Pierre-Yves Hamel avec le Paris FC a marqué au bout de 30 secondes. Et là, à la Ligue, ils nous ont compté El Ouazani 31 secondes pour l'ouverture du score. Ah oui, moi j'avais vu que les deux avaient été comptabilisés à la 30e seconde, alors je sais pas. C'est sur le rapport Opta que l'on reçoit avant les matchs. Voilà, je sais pas. C'est le deuxième plus rapide. En tout cas, ça fait beaucoup de buts pour Guingamp marqués en début de match, parce qu'on se souvient qu'il y a quelques semaines contre Rodez, Hugo Picard marque au bout de 44 secondes. Donatien Gomis qui a marqué au bout de 4 minutes, donc là aussi très tôt dans le match contre Caen, il y a 3 matchs de cela, de mémoire. Il y avait eu aussi contre Grenoble sur la phase allée, Sagna qui avait marqué au bout de 2 minutes. Alors c'est pas arrivé souvent sur la phase allée, je crois que c'était la seule fois que Guingamp avait marqué dans les 5 premières minutes le match face à Grenoble. En revanche, là sur la deuxième partie de saison, ça fait déjà 3 fois, dont 2 dans la première minute, donc c'est quand même pas rien. Et de toute façon, on en avait déjà alors parlé, je crois que c'était dans un débrief d'après-match, je me demande si c'est pas après le 0-0 contre 3, où on avait dit que Guingamp avait tendance de toute façon à mieux démarrer ces matchs qu'allaient finir. Et finalement, ces chiffres-là, même s'il n'y a pas tout le temps des buts d'entrée de jeu, ces chiffres-là qui quand même s'additionnent un petit peu maintenant, viennent totalement corroborer ça, quoi. Ouais, et puis quand on regarde avant le match de Concarneau, où Guingamp a marqué 2 buts en seconde période, avant la seconde période de Concarneau, les 7 buts précédents de Guingamp avaient été inscrits en première période. Je crois que c'est à partir du but de Guillaume à QRM à la 90e. Entre ces deux matchs-là, eh bien, à chaque fois, Guingamp est marqué simplement en première période. Ouais, c'est assez surprenant parce qu'en plus, quand on regarde les stats de la plupart des équipes, la majorité des buts est marquée en seconde période. C'est le cas aussi de Guingamp depuis le début de la saison. Je pense pas que les chiffres aient basculé totalement sur la première, mais sur cette séquence-là, ouais, c'est assez curieux. Tous les buts marqués en première mi-temps, parfois même donc très tôt. C'est arrivé des fois un peu plus tard, par exemple contre Annecy en fin de première période, mais on en a quand même eu plusieurs qui sont arrivés tôt et donc à Concarneau la semaine dernière. Ouais, et Guingamp qui marque quasiment la moitié de ses buts à cheval entre les deux mi-temps. Dernier quart d'heure de la première et premier quart d'heure de la seconde, il y a eu 7 et 8 buts inscrits, ça fait 15, et donc on en est à 44% en Ligue 2 sur ce créneau-là. Stéphane Dumont en a parlé, il me semble, des entames. Oui, il m'en a parlé. Maxime Sivis aussi. Pourquoi ces entames de match sourit-elle en avant? Qu'est-ce qu'en avant il met pour que ces entames basculent aussi en faveur de Guingamp? Écoutons-les. Bon, je trouve que dans notre discours, dans notre préparation et dans le caractère de l'équipe, c'est vrai qu'on aborde plutôt bien les choses et c'est vrai qu'on est capable de fragiliser. On a, sur ces centres rentrants qu'on avait beaucoup travaillé cette semaine, en tout cas cette gestion de qualité de centre et de répartition dans la surface, ce qui nous avait manqué les semaines précédentes, on a été performants. Honnêtement, c'est simple, c'est juste l'intensité. Avant chaque match, on se dit qu'on doit mettre au moins pendant les 15 premières minutes un maximum d'intensité. Et ça se traduit par des buts à chaque fois, on est récompensé assez souvent, donc faut garder ça tout simplement. Étouffer l'adversaire le plus possible en début de match, quand on est bien, et ça tourne en notre faveur, donc faut continuer comme ça jusqu'à la fin. Voilà, c'est forcément des ingrédients qui sont mis aussi au cœur de ces débuts de rencontre. Guingamp qui aime attaquer fort d'entrée, mettre de la pression d'entrée. Et il y avait aussi, alors même si Stéphane Dumont ne l'a pas expliqué tout à fait comme ça, mais un adversaire le week-end dernier, Concarneau, qui a tendance à manquer ses débuts de match aussi. Quelques semaines avant, contre Laval, c'était la 2e minute que l'adversaire avait ouvert le score. Il y a l'adversaire parfois qui fait aussi que Guingamp parvient à marquer tôt. Mais globalement, Guingamp fait de bonnes entames. Le match contre 3, par exemple, l'entame, elle est bonne aussi. Elle n'avait pas été récompensée et on voit que quand Guingamp ne marque pas rapidement dans ses matchs, souvent ça se complique. Oui, on se souvient aussi, moi il y a une entame qui me reste aussi dans l'esprit, c'est celle contre Rennes en Coupe de France. Où pendant 15 minutes, il y a tous les ballons envoyés sur Sagna, il y a l'occasion de la tête de Merguem qui est claquée en corner par Gallon. Voilà, donc demain, si vous venez à Guingamp-Valenciennes, prenez vos dispositions. Mais au moins pour le premier quart d'heure. Voilà. Après, à la mi-temps, vous pourrez peut-être partir. Mais en tout cas, soyez attentifs là-dessus. Et dans ce premier quart d'heure, eh bien, il y aura peut-être un homme
et qui va briller encore une fois. C'est Amine El Ouazzani, double buteur samedi à Brest, son deuxième doublé de la saison. Voilà. Alors, est-ce que c'est le retour de l'efficacité pour El Ouazzani qui n'avait marqué qu'une seule fois en 2024 et même une seule fois, je crois, depuis le mois d'octobre. Et son coup franc contre Auxerre, c'était le but contre Annecy lors de la défaite 4-1. Moi, ce que j'ai bien aimé sur son match, Gaëtan, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est son premier but où au bout de 30 secondes, il est là où il faut, au moment où il faut. Il fait un vrai geste de buteur hein, parce que c'est un ballon sur son intérieur du pied qui peut partir dans le décor, hein, dans les immeubles derrière. Et voilà, il a cette qualité-là pour finir au second poteau. Ouais, et puis il se place vraiment bien entre Georgen et Janez, dans d'autres Janez qui du coup on ne peut pas intervenir. Georgen est un peu loin. Il se place super bien et ouais, le geste est vraiment celui qu'il faut quoi, à l'intérieur du pied pour claquer ce ballon au fond et ouais non c'est vraiment bien. Puis sur le deuxième but, alors oui c'est une double erreur de Concarneau, mais il fallait aussi sentir le coup pour suivre le ballon parce que avoir ce flair là, on se dit bon ok il y a la passe manquée d'Axel Uri, mais on s'imagine pas forcément qu'il va y avoir une deuxième passe manquée en retrait d'Issouf Paro. Elle arrive et lui, Amine El Ouazzani a eu cette intelligence, ce flair en tout cas pour suivre l'action jusqu'au bout et derrière aller marquer. Ouais. Alors Amine El Ouazzani, tu allais le rencontrer justement, tu l'as relancé sur son potentiel manque de confiance, en tout cas sur cette série sans beaucoup de buts. Est-ce que ce doublé va le relancer? Écoutez-le. Sincèrement, ça change pas grand chose, ça fait du bien, mais ça change pas grand chose parce que tout ce temps-là où j'ai pas marqué, j'ai pas douté. Je savais que j'étais capable de mettre des buts. Après non, ça donne de la confiance, mais je sais très bien que si je relâche ou si je baisse en intensité, ben je vais retrouver des phases comme j'ai pu le vivre à plusieurs matchs sans être décisif. Et c'est pas le but. Le but c'est d'être constant. C'est pas de faire un match avec 2 buts et après ne plus être présent pendant quelques matchs. Donc là, mon objectif, ça va être d'être présent à Valenciennes, mettre de l'intensité et apporter encore à l'équipe. Amine El Ouazzani, on l'a entendu aussi après le match, Gaëtan, qui ne se satisfaisait pas forcément de ce doublé. Heureusement qu'on a gagné ce match-là, parce que sa balle de 3-2, sa balle de triplé, juste avant le but de Guillaume, elle aurait pu lui hanter ses nuits et hanter les nôtres aussi, parce qu'il avait une énorme occasion de marquer son 3e but. Ouais, sur un décalage de Sidibé dans la surface de réparation, et c'est vrai que ça aurait pu hanter nos nuits, surtout par rapport au scénario du match. S'il y avait eu encore 2-0 à ce moment-là, bon, à la rigueur, ça n'avait pas tellement d'incidence. Là, en étant à 2-2, ça changeait quand même beaucoup de choses. Et bon, heureusement pour en avant, le but de Guillaume arrive dans la foulée. Mais ouais, et puis pour lui, ça aurait été aussi son premier triplé en carrière. Il n'en a jamais fait, ni en championnat, ni en coupe. Donc, ça aurait été aussi une vraie prouesse de réaliser ce genre de performance. Il ne l'a pas faite. Bon, peut-être que ça arrivera demain, un peu plus tard, on ne sait pas. Mais en tout cas, ouais, ce doublé qui est hyper important quand même pour lui parce qu'il avait marqué un seul but depuis le 6 novembre, son but contre Auxerre. Derrière, il y avait eu un seul but, c'était face à Annecy. Là, un doublé, bon, ça fait quand même énormément de bien, même s'il n'y a pas, c'est vrai, ce triplé à l'arrivée. Voilà donc pour ce petit retour sur le Concarneau-Guingamp, l'un des grands frissons de la saison. Hein. Je regarde avec la victoire aussi à Saint-Étienne, même si c'était pas le même scénario. C'était quand même très très agréable cette soirée de samedi, avec surtout moi ce que j'ai bien aimé, je me répète peut-être, mais c'est la faculté que l'équipe a eue, alors que l'on pestait Gaëtan, je crois que c'était la semaine dernière, contre ces derniers quarts d'heure fades, notamment à Rouleau lorsqu'il fallait chercher un résultat. J'ai revu le match lundi, surtout la fin de match, le dernier quart d'heure, et en fait après le 2e but de Concarneau, tout de suite, Guingamp est reparti. Alors, ils n'ont jamais vraiment cessé d'attaquer non plus, les Guingampais. Mais là, ils ont vraiment appuyé. Et il y a eu 3 occasions de 3-2 quand même. Il y a eu El Ouazzani, on en parlait. Il y a eu le but de Guillaume. Et il y en a une, je l'oublie, mais ça va me revenir avec toi peut-être. C'est pas une tête de Guillaume à côté? Tête de Lemonnier sur corner. De Lemonnier. Ouais, de Lemonnier sur corner. Donc, voilà, il y a eu 3 grosses occasions dans les 5 dernières minutes pour les Guingampais. Ils sont allés chercher ce résultat pour redessiner peut-être une nouvelle fois les contours de la saison. On verra demain si En Avant arrive enfin à enchaîner une 2e victoire consécutive. Ça serait la première fois de la saison et arriver à mi-mars, si tu n'es pas capable de faire ça, je pense que tu peux oublier le top 5. Donc, comprenez l'importance de ce match contre Valenciennes, Gaëtan. Un Valenciennes dernier du championnat depuis des mois et des mois, mais qui s'est un tout petit peu, alors relancé, c'est un bien grand mot,
m'a peut-être rassuré sur ces 2 dernières sorties. Ouais, qui a limité la casse en tout cas. 2 matchs nuls très étonnants parce que les Valenciennois sont allés faire 0-0 à Auxerre, donc chez le premier, et on fait 0-0 à domicile contre Angers, face au deuxième. Donc c'est vraiment étonnant pour une équipe qui est décrochée dans la zone rouge, lanterne rouge, et est vraiment décrochée par le premier non relégable, même par l'avant-dernier en fait. Il y a je crois 10 ou 11 points d'écart avec Annecy. Donc ils sont vraiment très loin, mais 2 matchs nuls qui sont arrivés là dans une sorte de série finalement pour Valenciennes, parce qu'il y a la qualification en demi-finale de Coupe de France aussi qui arrive dans cette période au tir au but à Rouen. D'ailleurs pour l'anecdote, Valenciennes menait 1-0, c'est Anthony Knockert qui a concédé le penalty amenant l'égalisation de Rouen sur ce match-là. Tu peux faire la même demain, ce serait cool. À l'arrivée, VA est passé et ira à Lyon en demi-finale. Mais oui, 2 matchs nuls très étonnants. Une équipe qui reste quand même sur 12 matchs sans victoire à l'extérieur. C'est la plus longue série en cours en Ligue 2. La dernière victoire de Valenciennes hors de ses bases, c'était à Rodez 1-0 le 26 août lors de la 4e journée, donc ça fait une éternité pour Valenciennes, en difficulté globalement, mais donc énormément aussi à l'extérieur. Et puis 17 points en 28 matchs, 17 points, donc 10 de retard sur Annecy, on disait. 17 points en 28 matchs, c'est une première depuis 2017-2018. Toutes les autres saisons, même Châteauroux quand ils étaient décrochés il y a quelques années, même Nîmes aussi qui avait été en difficulté l'année dernière, tous en avaient plus. 2017-2018, Tours en avait moins. 14 points pour les Tourangeaux après 28 matchs. Là, c'est 17 pour Valenciennes. Mais voilà, c'est le plus faible total après 28 journées depuis la saison 2017-2018. Ce qui marque quand même une saison vraiment très faible et très compliquée pour Valenciennes, qui, on le rappelle, a changé d'entraîneur en cours de saison, puisque c'était Jorge Maciel, le Portugais. Et c'est Ahmed Kantari qui, comme l'année dernière, a repris les rênes en cours de saison. Ahmed Kantari, qui pour la petite histoire, c'était, c'est un mot peut-être un peu fort, bastonné avec Christian Bassila lors d'un Brest-Guingamp 2008-2009. Ça avait été très très chaud. Je me demande s'il n'y avait pas eu un carton rouge pour chacun d'ailleurs. Mais ça avait vraiment chauffé. Et voilà, c'était un peu redescendu. Et Bassila était allé dans le vestiaire brestois à la fin du match pour faire un peu copain-copain. Et d'ailleurs, je crois que depuis, ils sont toujours plus ou moins en contact, etc. Comme quoi Bassila qui est à Clairefontaine. Et en plus, il y a eu un match pas longtemps après, le fameux, c'était le 16e de finale de Coupe de France 2009 à Roudoro contre Brest, où ça avait marqué un peu les retrouvailles entre les deux hommes. Retrouvailles aussi, il en sera question pour notre Anthony Knockart national. Alors, c'est vrai que nous, on a l'impression de peut-être se prendre un peu une gifle dans la figure, mon petit Gaëtan, alors que toi, tu n'as pas encore 30 ans. Mais peut-être que les nouvelles générations, ceux qui ont connu Guingamp en Ligue 1, en Coupe d'Europe ou autre, ne connaissent pas Anthony Knockart. Pourtant, ça a été l'un des animateurs de la génération Gourvenec, du début de la génération Gourvenec, puisque Anthony Knockart, donc, il a évolué à Guingamp entre 2000, alors il arrive en 2009 je crois d'ailleurs en réserve du côté d'en avant, après avoir été plus ou moins renvoyé de Lens parce qu'il était trop petit. Il débute avec l'équipe réserve, il remporte d'ailleurs le tournoi des centres de Ploufragan en 2009, et puis il fait partie de ces jeunes qui avaient été lancés par Gourvenec l'année de nationale, avec les Samassa, les El Karoubi, Geoffrey Christophe, Imboula, Soli, etc. 70 matchs, 18 buts, 12 passes décisives pour Anthony Knockart avec Guingamp. Et ce qui a été vraiment intéressant, Gaëtan, c'est que en national, on le voyait, c'était un petit peu le feu follet qui courait partout. D'ailleurs, nous, c'était un super client pour EAG TV avec Soli, parce que c'était un peu des showman, ils aimaient bien la caméra, les célébrer devant nous, etc. Mais on a senti un joueur qui était donc tout fou en national, mais qui a très très vite progressé au point de devenir l'arme offensive numéro 1 de Guingamp l'année suivante en Ligue 2 en 2011-2012. Ouais, c'est le meilleur buteur de Guingamp la saison 2011-2012. Il met 11 buts en championnat. Il en marque aussi 2, par exemple, en Coupe de la Ligue contre Vannes. Donc, c'était vraiment une vraie arme offensive qui avait été décisive dans des matchs aussi parfois importants où il y avait, de manière symbolique, le centenaire face à Clermont où il était venu célébrer devant la tribune présidentielle où se trouvaient Drogba et Malouda.
Il a célébré comme Drogba d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Il y avait, il y a eu d'autres matchs. Le match à Metz qui est remporté aussi en fin de saison. Puis il y a eu des prestations globalement qui avait séduit, tout simplement. Alors, je sais pas si le Roudouron en avait fait son chouchou, peut-être pas à ce point, mais en tout cas, il faisait partie des joueurs bien aimés, des joueurs qui s'étaient vraiment fait une place dans cette équipe. Et d'ailleurs, l'été 2012, au moment où il part, alors c'est pas qu'il y a de l'inquiétude, mais on se dit quand même, Guingamp perd son meilleur buteur, on sait pas trop qui va arriver à ce moment-là. Bon, c'est Moustapha Yatabare qui arrive et il marque pas un but la saison-là, donc il y a un peu l'ombre de Knockert pendant quelques mois qui plane encore aussi. Mais non, c'est un joueur qui a laissé quand même de bons souvenirs et on se souvient notamment de peut-être l'un des buts les plus importants ou qui reste gravé, c'est celui contre Rennes en Coupe de la Ligue, la saison de National. Ouais, parce que c'est aussi un petit déclencheur pour lui dans sa carrière guingampaise. Et c'est vrai que en fait cette épopée en Coupe de la Ligue en 2010, ça a été un peu le pansement qui nous a soigné de la relégation en nationale, parce qu'il y avait eu un match à Grenoble d'ailleurs en juillet 2010 où il avait marqué le premier but de Guingamp. Grenoble qui était en Ligue 2 et Guingamp en nationale. Et puis ce match contre Rennes où je crois qu'il n'est pas titulaire. Non, il remplace Moustapha Alaoui. Alaoui se blesse et en fait c'est ce qui change le match parce que Rennes qui est à l'époque dans les 3-4 premiers de Ligue 1, il mène un 0 au bout de 5 minutes, on se dit bon bah tant pis, ça ne refera pas comme le 9 mai 2009 et puis donc il y a ce tournant là au tout début de première période, tout début de match, Alaoui se blesse, Knockert rentre et là l'impression c'était que tout le monde courait partout à Guingamp, il y avait Knockert, il y avait Soli, il y avait Giresse, etc. C'était incroyable et Knockert avait égalisé de la tête avant que Soli puis Diallo n'offre la victoire au Guingampais. Donc voilà, beaucoup d'amour pour Anthony Knockert. On va voir demain l'accueil qui lui sera accordé. Alors, il faudra voir s'il fait le déplacement parce qu'on l'a eu hier un petit peu par message et il ressent un petit peu encore des douleurs. Il est un tout petit peu blessé. Il ne sait pas totalement s'il pourra jouer. On espère quand même que Valenciennes va l'amener dans l'avion ou dans le car pour qu'il puisse faire un petit salut au Guingampais parce qu'il n'est pas revenu depuis son départ. En 2012, on se souvient qu'il est parti à Leicester en Championship, en D2 anglaise. Il fait partie de l'équipe qui monte en Première Ligue au bout de 2 saisons en 2014. Il joue la première saison et ensuite il part en prêt au Standard et à Brighton l'année où Leicester, avec N'Golo Kanté et Riyad Mahrez, est sacré championne de Première Ligue à la surprise générale. La Première Ligue, il la retrouve avec Brighton. Il fait 2 saisons entre 2017 et 2019, 2 saisons à plus de 30 matchs. Ensuite, il retourne à Fulham où il fait l'année de la montée en 2019-2020 et il retourne ensuite également en D2 à Nottingham, etc. Il a quitté l'Angleterre cet été pour arriver à Valenciennes. Un seul but marqué cette saison, c'était contre Bastia lors de la dernière victoire, je crois, des Valenciennois. Oui, à domicile. Le 27 janvier. Voilà donc pour Anthony Knockart. On bascule vers un autre ancien, quasiment de la même époque. Il est arrivé en janvier 2012, donc pendant la dernière saison d'Anthony Knockart sous le maillot de Guingamp. Cet homme, c'est Grégory Cerdan. Alors là encore, c'est peut-être pas forcément le nom qui résonne le plus parce que ça a été notamment l'un des rescapés, c'est pas du tout le mot rescapé, des victimes de l'éclosion du duo Kerbrad-Sorbon, notamment en Ligue 1. Grégory Cerdan qui a une histoire très particulière avec En Avant parce qu'il arrive, il est gravement blessé, il permet le redressement de Guingamp en fin de saison 2011-2012 en Ligue 2, il participe à la première moitié de saison de la montée en Ligue 1 et puis il est également un des acteurs de l'épopée en Coupe de France 2014 parce que c'est lui qui a ouvert le score lors du 8e de finale à l'Île-Rousse. C'est la première partie de sa pause ancien, la deuxième sera diffusée demain à la mi-temps de Guingamp-Valenciennes et régalez-vous parce que nous, on a pris beaucoup de plaisir à l'interviewer. C'est parti. La pause ancien avec un joueur qui a connu de sacrées aventures, avec En Avant individuellement et collectivement Grégory Cerdan. Salut Grégory. Salut Pierre-Henri. Alors, on va commencer par rappeler un petit peu ton parcours à Guingamp. Tu as été avec nous de janvier 2012 à juin 2014. Et la particularité de ta signature à Guingamp, c'est que tu arrives alors que tu es en train de te remettre d'une rupture des ligaments croisés. Ouais, c'est exactement ça.
je me retrouve fin de saison d'avant, sur le dernier match de la saison, à me blesser. Je me fais une rupture des ligaments croisés antérieurs avec le Mans FC. Et, euh, et c'est le dernier match de la saison, fin de contrat. Et le hasard fait que Jocelyn Gourvenec m'appelle le jour de mon opération, en fait. Parce qu'il souhaitait, en fait, il était pas au courant de ma blessure, mais il y avait en fait une approche de sa part. Et je lui explique ce qui m'est arrivé. Donc, bon, ça a dû sûrement remettre ses plans, comment dire, en jeu, mais il a gardé le contact et en décembre, il avait pris des nouvelles, savoir comment j'allais. Et effectivement, le lien s'est fait comme ça et je suis venu en cours de réathlétisation, on va dire. Oui, parce qu'à ce moment-là, Guingamp remonte de national, Guingamp revient en Ligue 2, et je crois que pour trahir aucun secret, il cherchait un défenseur central d'expérience, et on avait fait un podcast avec lui, et il nous disait qu'il aurait beaucoup aimé aussi à cette époque avoir Vittorino Hilton. Donc ça veut dire aussi le pédigré du défenseur central d'expérience recherché, et en fait c'est Grégory Pesley qui est arrivé cet été-là. C'est ça. C'est ça. Et donc toi, vas-y. Ouais, vas-y. Non, mais moi, il me l'avait présenté comme ça. Alors, j'étais peut-être pas dans tous les secrets, mais Jocelyn, ouais, m'avait dit qu'il recherchait un défenseur d'expérience. Et en fait, moi, je cochais les cases, en fait. Un vécu à un niveau supérieur. Il voulait un côté athlétique, il voulait un défenseur avec de la taille et qui avait une qualité de relance différente de ces joueurs qu'il avait. Parce que voilà, à l'époque, on va dire, dans l'équipe qui jouait, il y avait François Belougou qui était plutôt le joueur technique, Mamadou Camara qui était le joueur plutôt dans les duels, et moi, c'est ce qu'il m'avait dit, je faisais un bon mix des deux et avec un pied gauche. Donc voilà, je cochais les cases du profil recherché, et puis étant libre de tout contrat, c'était encore plus simple pour l'avenir. Est-ce que du coup, il a maintenu le lien pendant tes mois de convalescence, octobre, novembre, décembre, etc.? Non, ce serait mentir de dire qu'il c'était pas non plus toutes les semaines, mais il avait appelé au moment où il m'arrive l'accident. Il avait pris des nouvelles pour l'opération et après il m'avait dit on se reverra en fin d'année en fonction de tes projets, de là où on en est. Et ce sera l'occasion de rediscuter. Et effectivement, il l'a fait en décembre. Moi, je lui avais expliqué que à ce moment-là, j'avais une approche de Monaco. J'étais allé à Monaco passer 2 jours. L'AS Monaco voulait me voir à ce moment-là. Mon incapacité à jouer rapidement a coupé court à toute possibilité de les rejoindre. Et en fait, à peine rentré de Monaco, le lendemain, il me rappelait en me demandant comment ça s'était passé. Et je lui ai dit que je donnerais pas suite et on a acté de ma venue, je me rappelle, le 31 décembre. Ah, ça, pour les fêtes, c'était bienvenu. Donc, tu arrives en fin de convalescence parce que je crois que c'est fin janvier ou début février que tu joues. Je sais pas si tu te rappelles, on avait fait un reportage sur toi avec EAGTV à Saint-Malo. À Saint-Malo ? Si, j'ai encore un souvenir. Ah, je me souviens bien. D'ailleurs, pour ceux qui veulent le revoir, vous tapez sur Dailymotion EAGTV Grégory Cerdan, vous le trouvez directement. Voilà, tu avais repris progressivement avec l'équipe réserve de Coco Michel. C'est ça, en fait, le deal avec le coach, c'était de me laisser le temps. Parce que le niveau, mon niveau, il le connaissait, il n'avait pas trop de doutes sur ce que j'étais capable de faire, mais c'était en fait me laisser le temps, cette période d'incapacité à jouer en compétition, parce que j'étais arrivé pour reprendre les entraînements, mais j'étais un tout petit peu adapté les premières semaines. C'était découvrir le club, le climat, des partenaires, voir aussi si moi ça pouvait me convenir humainement, parce qu'il savait que j'étais attaché. Moi, j'étais père de 3 enfants, ma femme venait d'avoir le 3e, donc il connaissait mon parcours avec peu de mouvement. Je suis pas un grand voyageur, donc il voulait qu'on se sente tous bien. Et en fait, moi sincèrement, au bout de 3 jours, j'ai su que c'était le club qui allait me convenir, parce que il y a eu plein de choses. J'ai eu 2 anecdotes, dont une très très tôt au club, qui va me marquer à vie. Je t'en prie. En fait, comme j'ai dit, je suis arrivé le 31 décembre tout seul. Première fois que je quittais mon club formateur, que je quittais le club du Mans. Comme j'ai dit, je suis papa de 3 enfants. La famille pour moi est quelque chose de très très important. Et donc voilà, je me retrouve à Guingamp, à l'hôtel Ibis, le 31 décembre sur une reprise. Donc entraînement le matin et on me présente dans le vestiaire. Donc là, je rencontre des garçons que j'avais déjà croisés par le passé, mais en tant qu'adversaire.
Et en l'occurrence, Vincent Planté, donc, qui était gardien de but à l'époque. Et il me dit, bah, tu veux manger avec nous ce midi parce que tu es tout seul. Je dis, bah ouais, c'est sympa. Donc j'avais mangé chez Vincent. Il y avait lui et Xavier Mercier, qui avait fait un petit passage par le club. Et en discutant, il me dit, mais t'es tout seul? Je dis, bah ouais, je suis tout seul. Parce que je sais pas combien de temps je vais rester là, en fait. J'avais pas signé encore au club. Et en gros, il me propose de faire le réveillon de jour de l'an avec eux. Il me dit, ouais, on sera 2-3 joueurs, si tu souhaites. Alors j'avais trouvé ça vraiment, vraiment sympa de leur part. Et en fait, il me dit, le seul truc, c'est qu'on a fait une soirée un peu bien habillée, on est tous en costume, le nœud pape et tout. Et je lui dis, bah, j'ai pas de ça, mais je vais me débrouiller. Et en fait, je suis allé dans un magasin de déguisement et je suis venu avec un costume et un nœud pape et des lunettes fluo. Et en fait, personne ne me connaissait, je suis arrivé là-dedans. Et en fait, j'ai l'impression que c'était une famille qui m'ouvrait la porte. Et je te dis, quand j'ai dit au bout de 3 jours, je savais que j'étais fait pour ce club, c'est même le premier soir, en fait. Et c'est quelque chose qui est marquant. On voit un joueur arriver, personne ne le connaît, et en fait, on t'invite à passer des fêtes en famille avec eux. Et c'était l'image de l'EAG que je me faisais, et je m'étais pas trompé. Quelle a été leur réaction quand ils t'ont vu débarquer avec les lunettes fluo, là? Je pense qu'ils ont fait des gros yeux, parce qu'ils ont dû se dire... Parce que en plus, même si j'étais pas une star, mais j'étais le joueur qui arrivait d'un club plutôt Ligue 1, Ligue 2, et vu comme un joueur qui va apporter un plus, et ils ont vu ce type arriver complètement décalé, et ça les a fait marrer. Et bon, après, j'étais tombé chez des bons vivants. On avait passé quand même une bonne soirée. Donc, ça avait brisé la glace, et ça avait permis de voir que j'étais accessible, et que j'attendais qu'une chose, c'était faire ma place dans ce groupe. Voilà. Je me souviens sur l'interview dont on parlait à Saint-Malo que tu avais dit que sur une action, tu avais dû tendre la jambe, tu avais une petite appréhension, etc. Combien de temps ça t'a pris pour que ces doutes-là, cette petite appréhension disparaissent complètement? Parce que tu commences en Ligue 2 début mars contre Amiens. Ouais, contre Amiens, ouais, je me souviens. Je me souviens bien. Honnêtement, je me rappelle pas, je vais pas de chiffres, je vais pas te mettre en temps, mais j'avais toujours ces petits doutes, et en séance, à entraînement, je me trouvais faible. Je me trouvais faible quand les semaines avant que je puisse reprendre. Je me trouvais pas bon parce que j'avais toujours cette appréhension pour me lancer dans les duels, un petit problème. Moi, j'ai quand même un gros gabarit, du mal à retrouver un peu de vivacité, toutes ces choses-là. Et en fait, je me trouvais décevant par rapport à ce qu'on attendait de moi. Et en fait, je me disais, mais je réponds pas à ce qu'on attend de moi. Le coach, il m'a dit ce qu'il veut me concernant. Et j'y arrive pas. Et en fait, ce match avec la réserve, où il a fallu, au bout d'un moment, avoir la réalité de la compétition, ça a été un vrai déclic. Ça a été un vrai déclic parce que je me suis rendu compte, c'est ce que j'avais dû dire sur la vidéo, c'est qu'en fait, j'avais plus mal, tout allait bien. Il fallait juste que... Il fallait que ça sorte de la tronche. Je l'ai revu hier, il faut que ça sorte de la tronche. Ouais, il fallait que ça sorte exactement, il fallait que ça sorte de la tête, se dire que de toute façon, maintenant, il faut aller de l'avant. Et puis, je suis footballeur, donc faut bien que je m'engage. Et ça s'est bien passé. Et puis je pense avoir fait une bonne deuxième partie de saison. Là, quand j'ai repris avec En Avant, j'étais vraiment content des performances et ce que je pouvais amener à l'équipe. Et c'était reparti, ouais. Ouais, parce que tu joues quasiment toute la fin de saison et puis c'était une belle fin de saison avec pas mal de victoires, l'équipe qui était au milieu de tableau qui finit finalement 7e, et puis un but en avril contre Laval. Alors là, je vais tirer un 10e de la couverture vers moi. Est-ce que tu te souviens comment ce but t'avait été attribué? De la hanche, je marque de la hanche en voyant les ralentis. Mais alors, pour refaire l'histoire, parce que je me souviens, il est corner tiré rentrant, et on est 2 dans la même zone, il doit avoir Lionel, Mathis et moi. C'est ça. Et quand il y a le mouvement, honnêtement, je sens pas que je tape dans le ballon volontairement, mais je sens qu'il y a quelque chose qui me touche, et quand on se retourne, on voit le ballon dans le but. Et Lionel a dit, ouais, c'est moi qui l'ai mis, c'est lui qui l'ai mis. On avait tous un doute. Et c'est le coach qui vient nous voir. On me rappelle, on était dans le vestiaire, assis, je crois, en train de récupérer, machin. Et il vient, il dit, le but, c'est Greg qui l'a mis, il a mis de la hanche. Donc, bon, c'était pas là. Que je l'ai mis ou pas mis, c'était pas bien méchant. Mais, venant du Mans, marqué contre le Stade Lavallois, c'était une belle première. Tu as bien choisi ton match. Et en fait, peut-être que tu ne le savais pas, mais c'est grâce à notre caméra que Jocelyn et les délégués de la Ligue avaient pu t'accorder le but, parce qu'il me semble qu'au départ, sur la Ligue, c'était accordé contre son camp. Je ne sais plus à qui. Et en fait, nous...
Fati qui avait dû tirer le corner, un truc comme ça, C'est ça, Fati et voilà. Ouais. Et nous, à l'époque, donc on faisait EAG-TV, la caméra, elle était en tribune présidentielle et nous, on était derrière le but, on se mettait toujours l'angle opposé à la présidentielle en se disant, tiens, peut-être qu'un jour, il y a un truc qui nous permettrait, l'angle opposé, de débloquer une situation. Et bien là, en fait, au moment où le match termine, nous, on rembobine, tu sais, la caméra avec le petit écran, et en fait, on fait image par image, et on se rend compte, avec l'angle opposé, c'était impossible de le voir en présidentiel, et ben que c'était toi qui avais touché le ballon de la hanche. Donc, les délégués, OK, notre monsieur Cerdan, et Joss était reparti, paf, bon, tu le connais, hein. Bon, bah écoute, merci bien. Bah écoute, grâce à toi. Merci, voilà. Pierre-Henri. C'était un grand plaisir. C'était un grand plaisir. Donc, fin de saison assez intéressante. Début de saison suivante, aussi pas mal parce que vous carburez bien, l'équipe s'installe sur le podium, tu marques un but important sans l'aide de caméra ou autre parce que là c'était clairement toi à Angers en tout début de saison pour la première victoire de l'année qui emmène Guingamp en Ligue 1. Et par contre, il y a le 11 janvier 2013 où dès le début du match au Havre, le fameux match où Imboula marque un but tout seul, rupture des ligaments croisés de l'autre genou. Ouais. Comme quoi, l'histoire ne pouvait pas être simple. Comment je l'explique? J'ai pas les raisons à 100%. Ce qui est sûr, c'est que ça faisait un gros mois avant les vacances. J'avais une gêne à mon premier genou opéré. Et parce que c'est l'autre, hein, je me fais les croiser sur le deuxième genou. C'est pas le même, c'est pas une récidive. Et en fait, j'ai joué pendant un gros mois avec une appréhension, avec sûrement un déséquilibre. Et est-ce que j'ai créé une fragilité, quelque chose? Après, quand on voyait les images, c'est aussi le mouvement de pas de chance. Je passe devant Johan Rivière. Je me rappelle, il y aurait quelqu'un qui a joué à l'en avant. Qu'on connaît très bien. Je passe devant lui et lui me voit pas arriver. Il met son poids sur ma jambe qui est mise dans un mauvais angle. Ça plie, ça pète. Alors la différence de la première fois où je ne connaissais pas, là, en 2 secondes, je savais ce que j'avais. Grégory Cerdan, que l'on retrouvera durant la trêve internationale de mars pour son podcast audio. Cette fois, ça ne sera pas filmé, son podcast audio par rapport au match à L'Île-Rousse. Et alors, on peut teaser un petit peu, Gaëtan, on a enregistré ça cette semaine. Et c'est vrai qu'on s'est dit, heureusement qu'on a eu un super client. On savait que ça allait être bien avec Grégory Cerdan parce que c'est vrai que c'est pas le match de cette épopée qui attise le plus de souvenirs énamourés. Non, c'est ça, c'est peut-être le match le plus, je sais pas si fade c'est le mot, mais le plus lisse peut-être aussi, parce que, bon, Guingamp gagne 2-0 sans trembler, maîtrise bien son match. D'ailleurs, on entend dans ce podcast, là, sans dévoiler ce qu'il en a dit, mais Jocelyn Gourvenec parlait de la gestion, justement, de cette rencontre. Alors, on peut aussi parler des matchs à Cannes et à Bourg-Perona, mais Bourg, c'était l'entrée en liste, donc il y avait une petite excitation. Cannes, c'était un quart de finale. Donc on se dit, bon, il y a une place en demi aussi. Ouais, l'ambiance était électrique aussi à Cannes. Donc c'était différent. Là, celui-là, voilà, c'était l'équipe hiérarchiquement la plus basse que Guingamp avait rencontré. L'Île-Rousse, CFA2 à l'époque, donc le National 3 maintenant. C'était pas le match le plus spectaculaire, le plus excitant, mais forcément important dans l'aventure d'en avant, puisqu'il fait partie de ces matchs qui emmènent Guingamp vers le sacre ensuite, notamment avec ce but de Grégory Cerdan. Ouais. Voilà, donc ça sera pendant la trêve de mars. On ne peut pas vous dire le jour exact, mais vous en faites pas. Avant le prochain numéro d'En Avant Match, d'ailleurs, notez bien, il n'y aura pas d'En Avant Match le week-end prochain, parce qu'il n'y aura pas de match d'En Avant, tout simplement. Et puis là, on va arriver vers les moments sympas. Cannes déjà, et puis je pense que beaucoup de monde attend l'épisode sur Monaco et Rennes, évidemment. Ensuite, mais des milliards de gens attendent maintenant ce qui nous attend, Gaëtan, le quiz, le challenge Profitroll, 4 manches à 2 pour Gaëtan sur ce petit quiz qui anime nos fins d'émission en avant-match. Et pour la première fois depuis bien longtemps, c'est donc toi qui vas répondre en premier, mon petit Gaëtan, à mes 3 questions. Je sais pas trop. Je vais commencer par. Non, la question à 3 points. Là, la question à 3 points, je la laisse un petit peu de côté. On va commencer par une manche qui m'a coûté énormément de points et de défaites depuis le début de ces quiz. C'est un CV pour commencer, mon petit Gaëtan. Ok.
T'es prêt? Ouais. Allez. Red Star, Rennes, Caen, Sochaux, Red Star, Guingamp, Niort. Samuel Michel. Bonne réponse de Gaëtan Pinel, 1-0. Samuel Michel, donc Guingampais de 99 à 2001, 56 matchs, 14 buts pour celui qui se tirait la bourre un petit peu avec Fabrice Fiorez lors de la deuxième montée de Guingamp en l'an 2000. 1-0 Gaëtan, je t'en prie. Alors, je vais commencer, moi, par une question sèche. Je sens pas du tout ce quiz. C'est peut-être la plus dure, finalement, celle-là. Enfin, je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, quand on les prépare, on sait pas trop. Oui. Avant le but de Baptiste Guillaume à Concarneau, qui était le dernier Guingampais à avoir marqué dans le temps additionnel en championnat? Temps additionnel d'une deuxième période. Temps additionnel. Je rappelle la question pour ceux qui nous écoutent. Avant le but de Guillaume à Concarneau, qui était le dernier Guingampais à avoir marqué dans le temps additionnel en championnat. Temps additionnel de la deuxième mi-temps. Ah, j'ai un gros doute. Ah, j'hésite entre deux. Parce que cette saison, j'ai pas un grand souvenir de ça. Mais je me demande s'il n'y a pas un but sur la première journée à Annecy. Je vois ton sourire là, je sais pas le déchiffrer. Je vais peut-être m'en vouloir. Sans doute m'en vouloir. Est-ce qu'il marquait? C'est Allez, 10 secondes. Alors c'est soit Mergem à Annecy, soit l'autre, mais je pense que je vais te donner l'autre. Courtet. Bonne réponse. Courtet. C'était l'année dernière à Roudourou contre Niort. Contre Niort, c'est ça, ouais. Il avait marqué dans le temps additionnel. Bon, bien parce qu'elle n'était pas facile, celle-là. Ouais, tu vois, mais cette saison, j'avais pas le souvenir là, mais c'est Mergem, il faudrait qu'on regarde. Je crois que c'est. Alors j'ai vérifié en faisant, et je crois que c'est 90e en fait. Mais oui, c'est pas dans le temps additionnel. Voilà, avant d'entrer dans le temps additionnel. Ouais, parce que Courtet, j'y ai pensé il y a pas longtemps, c'était le dernier but version Radio Bonheur à Roudourou. Donc, cette saison, il y en a eu un dans le temps additionnel comme ça d'une deuxième mi-temps, mais en coupe, c'était Gomis à Saint-Malo. Ouais. Heureusement que tu n'as pas dit toute compétition, parce que je l'avais oublié. Ah ouais, je pensais que tu l'aurais plus facilement que Courtet. Ouais. Non, je pense que tu m'as bien orienté sur ta question. Ouais. Alors, question numéro 2, mon petit Gaëtan. On arrive sur la trêve internationale. L'équipe de France, donc, va disputer 2 matchs avec un ancien Guingampais dans son effectif, Marcus Thuram. Marcus Thuram, tu vas devoir me retrouver le point commun qu'il a avec Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff, Patrick Vieira, Lucas Hernandez. Et tu as 40 secondes. Quel est le point commun entre Marcus Thuram, Emmanuel Petit, Youri Djorkaeff, Patrick Vieira, Lucas Hernandez? Je t'aiguille parce que ça peut partir en tous les sens. C'est quelque chose qu'il a fait en équipe de France. Ah d'accord. Quel point commun Thuram a avec Petit, Djorkaeff, Vieira, Lucas Hernandez? Il te reste 10 secondes. Je dirais que je suis vraiment pas sûr du tout, mais je dirais que l'adversaire contre qui il a marqué son premier but. C'est pas ça. C'est pas ça, c'est une performance majuscule. Il a délivré une passe décisive en finale de Coupe du Monde. Ah oui. Petit Djorkaeff, Vieira contre le Brésil. 2006, c'est un penalty de Zidane. 2018, il y a CSC, penalty, Pogba, c'est frappe contrée. C'est Lucas Hernandez qui donne le ballon à Mbappé. Et puis contre l'Argentine, 2 buts sur péno de Mbappé. Et le deuxième but, celui dans le jeu, c'est Thuram qui l'a donné à Mbappé. 1 partout, donc, ballon, c'est comme au tir au but, ballon pour prendre l'avantage. Il y a eu arrêt du gardien, et là, on avance pour prendre l'avantage. Et là, ça va être un CV pour toi. Voilà. J'en ai trouvé quand même 2 de suite, je suis un peu fier. Jamais 203, je sais pas. Par contre, vas-y. Alors, les clubs pour ce joueur, Génération Foot au Sénégal, Metz, Strasbourg, Sochaux, Guingamp. Abdallah Ndour. Bien joué. En fait, je l'ai mis, je dis, bon, il est facile,
Et en même temps, il va peut-être chercher un truc ancien. Ouais, non, parce que, bah, tu vois, j'ai Metz, fait je l'avais pas, mais Génération Foot, en fait, c'est une super académie au Sénégal qui a sorti énormément de joueurs, hein, notamment Sadio Mané. Mais Strasbourg, Sochaux après, ouais. Ouais. 3 CV de suite, c'est incroyable. C'est incroyable. Décorsé. Donc 2-1 Pierrot. Attention, le quiz peut se jouer là avec cette question sur 3 points. Gaëtan, tu as commenté samedi l'arrêt d'Enzo Basilio sur le penalty de Pape Ibnouba, le Concarnois. Basilio, c'est son 4e arrêt sur penalty en Ligue 2 depuis qu'il est arrivé à Guingamp. On va venir. Qui sont les 3 joueurs à avoir échoué contre Basilio sur penalty depuis qu'Enzo est notre gardien en Ligue 2? Florian Martin en Paris FC. C'est bon. Alexandre Mendy à Caen. C'est bon. Et alors la saison dernière à Grenoble, je dirais Amin Zbaye. C'est bon. 4-2, 3 sur 3 pour Gaëtan Pinel. En plus, tu sais, je m'en suis voulu sur cette question-là parce que on a parlé après le match de Concarneau et tu te souvenais plus du péno de Grenoble. Non, Grenoble, je l'avais oublié. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Bravo, 3 sur 3 pour Gaëtan Pinel. Donc, c'est une question à 3 points aussi là? Eh oui. Donc, balle de match Pierrot, ou match nul, ou victoire de Gaëtan. Il y a 4-2 là. 4-2, c'est ça. Ok. Avant Amine El Ouazani cette saison, qui étaient les 3 derniers Guingampais à avoir signé au moins 2 doublés dans une saison en championnat? Et là, je te laisse une minute. Avant Amine El Ouazani cette saison, qui étaient les 3 derniers Guingampais à avoir signé au moins 2 doublés dans une saison en championnat? El Ouazani, on rappelle, un doublé cette saison contre Concarneau et contre Ajaccio lors de la victoire 3-0 au match aller. Alors, Thuram en 18-19, il en met 2 contre Lyon. C'est que en championnat? Que en championnat. Il reste 20 secondes. Renier met doublé contre machin, non. 20-21, est-ce qu'il y a des doublés là-dedans? Allez, 10 secondes. À peine. Un petit peu de temps additionnel. Et top. J'en ai que 2, c'est terrible. Après, tu cites au pif, quoi, je sais pas. Franz Di Piero. C'est bon. Jimmy Briand. C'est bon. Qui est-ce que je peux te donner d'autre? Alors, il faut donner tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. C'est trop. Priva. Et non, c'est pas bon. C'était qui? C'est pas bon, c'était Brian Pelé. Ah, j'y ai pensé en plus avec Chambly et tout, mais je voyais pas le deuxième. Je voyais pas le deuxième doublé. Il y a Chambly et l'autre doublé, j'ai regardé aussi en préparant. Attends, je vais le reprendre, il m'échappe là. Il fait le 5-1 à Chambly, j'y ai pensé, mais je voyais pas le deuxième. Ouais, il en fait 2. Donc pour Jimmy Briand, c'était en 2016-2017, donc ça remonte. Pour Franz Di Piero, lui, c'est arrivé 2 saisons d'affilée, mais il fallait citer 3 joueurs différents. C'est arrivé enfin 2 saisons d'affilée, non, mais c'est arrivé en 2019-2020 et 2021-22. Voilà. Mais il y avait aussi. Pelé, du coup, c'est 19-20. Oui, Pelé, c'est 19-20. Et donc, il y a son doublé à Chambly et doublé contre Rodez. Rodez à domicile, avec Dido, etc. Ouais, tu vois, c'est celui-là que j'avais pas. Match nul, hein? 4 partout. 4 partout. Ouais, j'ai pas trop. Tu vois, Pelé, j'y ai pensé, mais bon, je voyais pas le deuxième. Écoutez, c'est comme ça. C'est pas mal. Est-ce qu'on se fait une question qui nous départage ou pas? On reste sur match nul. T'as pas de question arabe? Là, non, j'en ai pas en arabe. Ok. C'est la règle depuis le début. Tiens, moi, j'avais une question en plus pour toi, mais ça compte pas. On est le 15 mars. Quel but ultra célèbre de l'histoire de Carbrat. Voilà, heureusement que j'ai pas fait de question d'Anis. Allez, 4 partout. On en reste donc à 4-2 au Challenge Profitroll.
C'est pas mal. Il y a du niveau là quand même. Hein, parce que, tu vois, on s'est pas effondré. Je pensais t'avoir sur un mix by, tu vois. Ouais. Et non, parce que en fait, quand tu m'as rappelé l'autre jour que oui, il y avait Grenoble dans les pénaltys arrêtés, je me souviens en fait d'avoir suivi ce match. Je crois que j'avais regardé le multiplex de la dernière journée parce qu'il n'y avait plus d'enjeu pour nous. Et je me souviens en effet, oui, de ce péno. Il me semblait bien que c'était ce bail, mais j'avais un petit doute quand même. C'est ce qui s'appelle marquer un but contre son camp. Pierrot, voilà, je t'ai donné la passe d'ess. Tu vois, mauvais, comme le Concarnois et Loisani. Paf. Ouais, c'est ça. Bon, superbe. Merci Gaëtan. Rappelez-vous bien en avant-match, la prochaine, ça sera avant Grenoble-Guingamp, justement. Ça sera le 29 mars, si je dis pas de bêtises, parce qu'il n'y aura pas de match, évidemment. Pendant la trêve, il y aura donc le podcast Grégory Cerdan sur l'épopée 2014. Souvenez-vous bien également, la petite boutique à la Guingampaise sur alaguingampaise.com avec le mug, la casquette et le décapsuleur. Salut Gaëtan, ciao ciao. Ciao, à demain.